On va tout de suite regarder ce qui fait la une de la presse internationale avec vous, Hélène Frade. Et on commence cette revue de presse aux États-Unis où la guerre est désormais ouverte entre Donald Trump et son propre parti, le Parti républicain. Après la défection d'une cinquantaine de figures du Parti conservateur, le milliardaire lui déclare la guerre, d'après The Washington Post, qui rapporte que Donald Trump fait mine de se réjouir de ce que les chaînes, je le cite, qui le liaient aux républicains lui aient été enlevées, le laissant libre de se battre pour l'Amérique de la façon dont il l'entend, je le cite toujours. Une attitude et des propos que The Washington Post toujours associe à une volonté délibérée de faire imploser le Parti républicain, également tenu pour responsable de ce qui est en train de se produire. Les républicains, écrit le journal, savaient que cette version de Trump, revancharde, colérique, acculée, égoïste, était susceptible d'apparaître un jour. Ils le savaient quand ils ont pris la décision de se ranger derrière lui, au lieu d'essayer de trouver une stratégie compliquée, peut-être, pour l'écarter au moment de la convention républicaine. Pour le moment, poursuit le journal, on ne sait pas encore très bien à quel point Trump peut se nuire à lui-même et à son parti, mais le scénario catastrophe d'une déroute complète avec une défaite au Sénat et à la Chambre des représentants doit à présent être envisagé, je cite. Donald Trump qui, on se souvient, a fait de la lutte contre l'immigration l'un de ses principaux thèmes de campagne. Et il n'est pas le seul, c'est ce que rappelle ce matin The Independent, qui s'alarme de la rhétorique anti-immigrée entendue de part et d'autre de l'Atlantique, notamment de ses répercussions dans le domaine de la recherche. Le journal relève que 6 des prix Nobel attribués cette année sont des immigrés, notamment le prix Nobel de chimie, James Fraser Stoddart, un Britannique qui a été récemment naturalisé américain, et les 2 prix Nobel de physique, Duncan Haldane et David Thouless, également britanniques et qui sont partis eux aussi vivre aux États-Unis. Et en Allemagne, ce sont des réfugiés syriens qui ont là aidé la police à arrêter lundi l'un de leurs compatriotes qui était soupçonné de préparer un attentat. Le Monde raconte comment Mohamed A, 36 ans, aurait rencontré le suspect dans la gare de Leipzig avant de le recueillir chez lui, puis de le reconnaître grâce aux alertes diffusées par la police allemande sur Facebook. Comment il a décidé alors, avec quelques proches, de maîtriser le terroriste présumé avant de le dénoncer aux autorités. Danke Fek, titrait hier le tabloïd berlinois Berliner Zeitung. Merci Fek, acronyme inventé par le journal pour Commando d'intervention des réfugiés. Un commando qui aurait agi à la manière du SEC, le groupe des forces spéciales d'intervention de la police allemande, avec, on le voit, une photo de l'arrestation où le terroriste présumé apparaît assis sur un canapé, pieds et poings liés. Le quotidien Die Welt a expliqué quant à lui ce que cette arrestation devait au fait que la communauté syrienne en Allemagne soit très connectée, ce qui a permis effectivement à ses auteurs d'entendre les appels à la population lancés par la police sur les réseaux sociaux, sur Twitter, WhatsApp et Facebook, sur le site de la communauté syrienne allemande qui compte près de 200 000 abonnés et sur celui d'un réseau syrien de journalistes opposés au groupe État islamique qui est suivi lui aussi par des milliers de Syriens outre-Rhin. Et on termine cette revue de presse au Venezuela où l'opposition organise aujourd'hui une nouvelle journée de mobilisation pour réclamer un référendum contre le président Nicolás Maduro. Malgré la remontée des prix du pétrole, les rayons des supermarchés restent presque vides, à l'exception de produits importés vendus à des prix prohibitifs d'après la Croix, dont l'envoyé spécial a rencontré une population exaspérée par les pénuries qui transforment le quotidien en un parcours du combattant. Au supermarché de Caracas, Claudia, une jeune comptable qui habite en banlieue avec ses parents, raconte que bien qu'elle n'ait plus de riz, de sucre ou d'huile depuis plusieurs mois, elle prend la peine, malgré tout, de se rendre chaque jour après le travail dans la capitale, de peur de rater un arrivage. Ce n'est pas tout près de chez moi et je dois prendre la voiture, mais si je n'y vais pas, je n'ai pas la conscience tranquille, dit-elle. Nourrir et soigner sont les droits fondamentaux de toute personne dans le monde, rappelle le quotidien très anti-chaviste El Universal, qui regrette, je cite, que le gouvernement actuel préfère tout acheter et ne rien produire au Venezuela, même s'il contrôle à présent 80% de la production du café, 50% de la farine de maïs et 50% de la production de lait. Pourtant, rien n'est fait, dénonce El Universal, pour que les Vénézuéliens aient accès aux produits de base dont ils ont besoin. Voilà donc ce que vous pourrez retrouver dans la presse étrangère de part et d'autre de l'Atlantique ce mercredi. On est quel jour ? On est mercredi. Mais oui, c'est bien cela. Merci en tout cas Hélène Frade pour cette revue de presse internationale.